Comment, dans l'année Proudhon qui vient de s'achever, ne pas évoquer Pierre-Joseph Proudhon, L'Ordre dans l'anarchie, dirigé par Jean-Pierre Descottes, aux éditions Cujas ICES. Premier ouvrage d'importance donc de l'année Proudhon, premier ouvrage et en réalité seul ouvrage de fond de cette qualité, à la fois universitaire et ouvert au lectorat le plus nombreux, eh bien, les actes de ce colloque vont marquer de leur empreinte spécifique le renouvellement d'analyse de la pensée proudhonienne. Le parti pris de Jean-Pierre Descottes et de l'ensemble des intervenants de ce colloque de très haut niveau est de réévaluer la masse considérable des écrits de cet athlète de la pensée économique et politique sous l'angle de l'histoire et de l'histoire des idées pour mieux se débarrasser des scories idéologiques qui encombrent depuis tant d'années l'approche et la compréhension de son corpus idéologique. Que sont devenus, on peut se poser la question, les festivités officielles, les journées d'études, les colloques qui auraient dû normalement ponctuer avec faste le 200e anniversaire de la naissance de Pierre-Joseph Proudhon. Sa pensée politique, et on peut se poser cette question, gêne-t-elle tant l'activité intellectuelle convenue et installée qu'on la veuille voir disparaître sous le lourd silence convenu des médias actuels? Car, comme le rappelle Armel Péchel, qui ouvre l'ouvrage et qui le conclut, eh bien, Pierre-Joseph Proudhon est l'homme des paradoxes, entre notamment sa célèbre formule « la propriété c'est le vol » et puis l'autre que l'on connaît moins, la propriété, eh bien, c'est la liberté. Voire la seule force qui puisse servir de contrepoids à l'État. L'anarchiste qui se fait élire député en 1848 en revendiquant la défense de l'ordre, même sans le pouvoir, ou encore l'un des auteurs les plus cités des communistes, alors que sa querelle retentissante avec Marx provoqua, à la suite de son ouvrage La philosophie de la misère, eh bien, provoqua Marx à lui répondre par la publication d'une misère de la philosophie. En réalité, la pensée de Proudhon est complexe et ne peut pas être instrumentalisée idéologiquement sous la bannière de quelques formules à l'emporte-pièce ou d'un utopisme étranger à sa véritable nature, ce qui explique peut-être justement le silence de la pensée correcte qui ne peut pas instrumentaliser la pensée de Proudhon. Sa pensée est également singulièrement actuelle, entre ses propositions d'organisation européenne, de réformes socio-économiques à fondement mutualiste, d'attachement viscéral à la liberté individuelle. La grande richesse de l'ouvrage collectif se révèle particulièrement par la déclinaison d'une pluralité d'approches des thématiques proudhoniennes, comme celle de la justice, de la dialectique, de l'autorité, du mutualisme, de la révolution, du fédéralisme, des socialistes, de la famille, de son rapport avec le Christ, Jésus même, qui a été remarquablement traité par Stamasio Tzintzis. Il revient à Jean-Pierre Descottes donc d'avoir remarquablement donné cohérence à cet ouvrage pluridisciplinaire, notamment en valorisant la particularité de lutteur intellectuel qui caractérise Proudhon, partisan en 1848 de l'action révolutionnaire, mais tiraillé par la fragmentation sociale, la crainte de voir couler le sang français. Critique impitoyable dans son ouvrage du principe fédératif du contrat social de Rousseau, dont il écrira qu'il est une fiction de légiste imaginée pour rendre raison autrement que par le droit divin, l'autorité paternelle ou la nécessité sociale, de la formation de l'État et des rapports entre le gouvernement et les individus. Entre le contrat fédératif et celui de Rousseau et de 1993, dit-il, il y a toute la distance de la réalité à l'hypothèse. On ne peut imaginer plus grave condamnation du contrat social rousseauiste. De même, dans sa recherche systématique de la garantie de la liberté dans le mode de gouvernement des États, Proudhon place la monarchie traditionnelle au-dessus de la démocratie capitaliste, car, citation, « religion pour religion, l'urne populaire est encore en dessous de la sainte ampoule mérovingienne. Tout ce qu'elle a produit a été de changer la science en dégoût et le scepticisme en haine. » C'est donc, chers auditeurs, un ouvrage de référence stimulant que je vous invite à lire.